Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Russie.fr. Aujourd'hui, on va faire une petite interview avec Anne Prokoudine-Gorski. Bonjour Anne. Bonjour. Donc Anne, vous allez voir, elle a une intéressante histoire, une histoire intéressante à vous raconter. C'est tout simplement parce qu'elle est l'arrière-petite-fille du photographe du Tsar. Alors de quel Tsar on parle? Alors c'est Nicolas II. Voilà. Nicolas II. Voilà, Nicolas II. Okay. Et donc Sergueï, mon arrière-grand-père, est donc était photographe, chimiste et photographe, et il a inventé avec les travaux de certains, c'était dans l'air du temps en fait, Ouais. la photographie couleur. C'était l'invention de la photographie qui se faisait en même temps? Voilà, pareil en France, enfin, tout ça, ça a émergé en même temps. Et donc il a été en Russie, en tout cas, le premier à le faire. En couleur? En couleur. Wow. Donc c'est des photos sublimes entre 1905 et 1913, 15. Il a fait des tas de voyages. Il a été missionné par le Tsar pour photographier l'Empire. Et donc c'était des photos... Il a été missionné par le Tsar pour photographier l'Empire. Je fais une pause là-dessus parce que missionné par le Tsar, c'est déjà pas tout le monde. À l'époque où la photographie est à peine inventée, et d'ailleurs il y participe lui-même pour la partie couleur sur la Russie, ce qui est exceptionnel. Et finalement, il va faire un grand tour de la Russie avec le Tsar pour photographier quelque chose qui n'avait jamais été photographié à l'époque. En tout cas en couleur. Peut-être en noir et blanc, mais pas en couleur. D'accord, mais c'était vraiment le début. Voilà, c'était le début. Donc il a fait un périple de toute la Russie? Oui, alors il a fait plusieurs missions, il est parti plusieurs fois dans des régions différentes. Il a fait Samarcande, il a fait l'Oural, le Nord. Voilà, il a bougé quand même beaucoup partout. La Sibérie. La Sibérie. Alors en fait, il a bougé partout. On sait, il y a des zones d'ombre, on ne sait pas non plus. Mais en tout cas, les photos qui restent aujourd'hui, ça donne un aperçu des endroits où il a été. D'accord. Ok. Et donc tu es un peu, en quelque sorte, l'héritière de cette histoire-là? Oui, je ne suis pas la seule, on est nombreux dans la famille. Mais, tu as vécu en France, tu es née en France? Moi je suis née en France, je suis française, de père français, puisque mon père est né en France de parents russes émigrés, réfugiés politiques. Okay. Et donc il était apatride, considéré apatride jusqu'à sa majorité, puisqu'à l'époque il n'y avait pas le droit du sol pour la nationalité française. Et donc à sa majorité, il a dû choisir entre la nationalité russe et la nationalité française. D'accord. Et vu ce qui se passait en Russie à ce moment-là... Donc les rouges chassaient les blancs, je vais y arriver. Voilà, et puis bon, c'était l'époque de Staline, enfin l'après, et tout ça, les purges, et puis ensuite... le pouvoir qui s'est installé, il a préféré être français. Ok. Voilà. Et donc, alors tu me disais un petit peu en préparant l'interview que toi tu avais été finalement coupé complètement de ce passé pendant des années. Oui. Il y avait une sorte de cloison que peut-être avaient dressé tes prédécesseurs. Oui. Et une sorte de douleur assez profonde liée à je sais pas, la méconnaissance du passé ou de ce qui s'était passé sur les générations d'avant dans ta famille. Oui, et en fait, c'est aussi une question de connaissance de soi. Ouais. C'est-à-dire que moi, dans ma connaissance de moi-même, il me manquait une pièce, comme un puzzle, une pièce manquante. Ouais. Et je n'avais pas conscience de ça. C'est venu très tard. Et en fait, c'est à force que... Moi, j'ai beaucoup d'amis d'origine étrangère, des Américains, et puis qui me disaient « Ah mais oui, mais toi, t'es comme ça, c'est parce que t'es russe ». Je me disais, mais c'est quoi être russe? Toi, tu n'étais pas au courant? Moi, je ne savais pas. Quelque part, Et les autres voyaient en moi des choses que moi, j'avais pas identifiées. J'avais pas identifié. Okay. C'était comme un puzzle. Voilà, vous voyez l'image d'un puzzle. Tout mon être, un puzzle. Il manquait une pièce au niveau du cœur. Et cette pièce-là, je l'ai retrouvée lors de ce premier voyage à Saint-Pétersbourg en 2013. Je pense aussi que par rapport à l'absence de transmission, effectivement, mon histoire familiale a fait que j'ai pas eu beaucoup de transmission sur la Russie par mon père. Mon père ne me parlait pas russe. Ils ont presque effacé ce qui s'était passé. Et en fait, ils ont tourné la page. Et je pense effectivement dans une sorte de douleur, quoi. Voilà, quand on quitte son pays dans des conditions difficiles, on fuit. Mais on espère y revenir et puis finalement on se rend compte qu'on ne peut pas y retourner. C'est très douloureux. Donc en fait, on tourne la page et puis on n'en parle plus. Et puis surtout, on se débrouille pour que les enfants ils s'intègrent. Voilà. Donc en fait, il y a une espèce d'absence, de confusion. Il y a quelques anecdotes. Mais je n'avais pas vraiment d'informations sur... Tu n'étais jamais allé en Russie? Non, j'étais jamais allée en Russie. Alors par contre, tu m'as dit, je crois, que tu avais fait quelque part 35 ans de russe.
Oui. Donc très tôt, tu as fait du russe? Voilà, très tôt, j'ai étudié au collège parce qu'évidemment, j'avais promis à ma grand-mère en fait. Ma grand-mère est décédée, j'avais 10 ans et je lui avais promis que j'apprendrais le russe. Elle m'avait dit surtout tu apprends bien le russe. J'ai fait oui, oui, oui. Puis en fait, je l'ai appris au collège. Puis après au lycée, j'ai été orientée, j'avais pas de cours de russe, alors j'ai essayé de continuer. Puis après, la vie, je suis partie vivre à l'étranger. Sans jamais y aller. Et puis alors, sans jamais aller en Russie. Je suis allée ailleurs, mais pas en Russie. Pourtant, tu as fait beaucoup de russe sans y aller parce que c'était compliqué. Mais parce que c'était pas le moment. C'était pas le moment. Voilà. Okay. Donc en fait, j'ai trimballé mes cours, mes bouquins. Puis en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je culpabilisais parce que je n'apprenais pas ou je n'arrivais pas à progresser. Et un jour, je me suis dit, mais ça suffit. De toute façon, pourquoi apprendre le russe? Il n'y a plus personne de la famille en Russie, c'est ce qu'on m'avait dit. Avec qui parler russe, j'ai tout jeté. Okay. Et alors on va y arriver parce que là on arrive à une nouvelle grande partie de ta vie. Oui. Mais juste entre parenthèses, parce qu'on l'a quand même pas encore dit, c'est que finalement tu es une artiste. Aujourd'hui tu peins, tu es une peintre. Oui. Et artiste plasticienne. Et tu as peut-être hérité un peu de ton grand-père sur certains côtés de créativité, tout ça. Peut-être. En tout cas, voilà, il y a une filiation directe. Et ce que tu fais en peinture, c'est en fait complètement transformé depuis que tu es allé une première fois en Russie. Oui, tout à fait. Donc j'ai fait un premier retour, un premier séjour d'une semaine chez les descendants du petit frère de Sergueï, que tu as retrouvé. On s'est retrouvés par internet, par aussi le biais d'autres membres de la famille qui sont allés les rencontrer. Un mot là-dessus parce que c'est pas facile. Il y a plein de gens en France qui sont issus de l'immigration en deuxième génération, etc. ou plus, et qui aimeraient retrouver leurs racines, qui savent pas forcément comment faire ça. Oui. Et il n'y a pas de méthode non plus, tu me diras. Et en fait, sincèrement, moi, j'ai pas fait grand-chose. Comment ça s'est passé pour toi? Voilà, en fait, pour moi, j'ai pas fait grand-chose. C'est venu à moi, en fait. Vraiment, c'est venu à moi. J'ai pas fait grand-chose. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père et ses cousins avaient déjà des contacts avec des gens qui connaissaient, peut-être des amis, en tout cas, des amis de la famille. Et puis, à l'occasion d'une exposition sur le travail de Sergueï, l'arrière-grand-père, donc à Moscou, où les photos de Sergueï étaient présentées, au vernissage, des gens étaient invités. C'est quand même un personnage célèbre en termes de la photographie mondiale, de l'histoire. Il gagne en célébrité de plus en plus. De plus en plus. Et donc, lors de cette exposition, mon père était déjà décédé, mais ses cousins étaient présents, et il y avait donc un homme qui était là, qui avait la photo de Sergueï, qui avait récupéré la photo de Sergueï par sa mère. Donc, le photographe du tsar, Nicolas II. Donc par sa mère, et donc c'était un descendant d'un des frères de Sergueï. D'accord. Donc les cousins ont pris contact, et de fil en aiguille, ce monsieur a dit j'en connais d'autres qui sont à Saint-Pétersbourg. Donc voilà, il y a déjà les cousins, et par internet, pour ça c'est magnifique. Voilà. Ils ont repris contact par internet. Okay. Et donc moi, j'ai eu l'information parce que ma soeur m'a dit mais si, moi j'ai l'adresse, si tu veux je te la donne. J'ai écrit et elle m'a répondu. Waouh. En français? Alors moi j'écrivais en français parce qu'on m'avait dit elle comprend le français, il faut faire des phrases simples. Alors j'ai pris des phrases simples. Puis après quand je me suis mis au russe, j'ai commencé à lui écrire en russe. Okay. Donc elle me répondait soit en français, soit en russe. Puis après moi je me débrouillais avec mes bouquins, j'ai racheté d'autres livres, d'autres dictionnaires. Waouh. Voilà. Génial. Et puis voilà, j'ai recommencé à étudier le russe en fait. Qu'est-ce qu'on se dit au début dans ces cas-là? C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. c'est incroyable quoi. Ouais. Et puis j'y vais quoi. C'est sûr qu'il faut que j'y aille. Parce qu'on peut pas se dire comment ça va depuis l'autre fin. Non, on s'est pas vu avant. Les premiers mails, c'est Anouchka, mais quelle merveille, on est tellement heureuse. Mais oui, viens nous voir, on t'attend à la maison quoi. Waouh. Ah là, puis quand on arrive, c'est beaucoup de larmes, beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions. Fou. C'est une belle histoire. C'est très beau. Et je pense que ça peut intéresser pas mal de gens parce qu'il y a eu une grosse immigration russe en France il y a déjà longtemps. Et il y a plein de gens autour de nous. Si vous n'êtes pas vous-même touché par cette immigration-là, qui en font partie. Et je suis sûr qu'il y a des proches d'ailleurs qui sont concernés par ça. Creuser un peu, ça peut valoir le coup de trouver des histoires absolument hallucinantes. Donc tu as fait ton voyage. Oui. Un premier voyage J'ai fait un premier voyage en 2013. J'ai passé une semaine chez Natalia et Macha qui avait 97 ans. D'accord. Et
Et puis j'ai programmé un deuxième voyage où là, je voulais vraiment peindre sur place et aller sur les traces de Sergueï dans les endroits qu'il avait photographiés. D'accord. Parce qu'en fait, ces photos, quand on les a retrouvées dans les années 80, en fait, la bibliothèque, la collection de photos qui est sortie de Russie et que la famille a traîné, a stocké dans les caves des appartements, parce que c'était très lourd, c'était des plaques de verre. C'était comme des diapositives. Et ces photos-là ont été vendues à la bibliothèque du Congrès. Donc elles sont téléchargeables parce qu'elles ont été restaurées, numérisées. Du Congrès américain. Du Congrès américain. Okay. Et elles sont téléchargeables en haute définition. On peut faire des super posters très grands, magnifiques. Alors on va sur leur site pour mettre le lien de la bibliothèque du Congrès ici ou sous l'écran ou quelque part qui va s'afficher. On va en profiter aussi, tu as un blog où tu parles de ça tout un petit peu. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on peut donner son adresse? Bien sûr, alors le blog... L'adresse du blog et du site, elles sont là et là ou là, quelque part juste autour, tout de suite maintenant. Pour aller voir donc les photos, tes peintures. Voilà, alors le travail que j'ai fait sur place, c'est-à-dire que j'ai dessiné... Donc j'ai dessiné sur place beaucoup, 4-5 heures de dessin par jour. Okay. J'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup déambulé dans les villes où justement j'avais fait cette recherche sur le blog de la librairie du Congrès, la bibliothèque du Congrès, pardon. Ouais. Pourquoi les Américains? Parce qu'en fait, Parce qu'il est venu ici? Oui, pourquoi les Américains? Parce qu'en fait, aux États-Unis, il y avait aussi des émigrés russes. Ouais. Et donc, à la bibliothèque, il y avait une femme qui travaillait pour préparer une exposition sur la Russie. D'accord. Et elle avait entendu parler de photos de Sergueï. Et donc, ils ont cherché les descendants à Paris de Sergueï pour voir s'ils avaient des photos qui pourraient illustrer leur exposition. Okay. Ils ont contacté donc, mon grand-oncle, mon grand-père et ma grande-tante. Et donc, comme eux, c'était après la guerre, ils n'avaient plus un sou, ils étaient en difficulté, puis les photos surtout s'abîmaient. Ouais. Ça a permis de restaurer les photos, Ils ont vendu la collection de photos en disant faites-en un bon usage. Un petit peu aussi, voilà. D'accord. Et voilà, donc ça a atterri là-bas. Et c'est génial, heureusement, parce que sinon elles auraient été perdues, je pense. Elles auraient été trop abîmées. Okay. Donc là, ce que je montre aujourd'hui, c'est pas tant tout le travail que j'ai fait, c'est juste des extraits. Il y a quelques toiles, quelques dessins. Il y a quelques dessins originaux que j'ai fait en Russie. Il y a aussi les copies de carnets de notes que j'ai pu prendre sur place. Okay. C'est vraiment l'esprit du voyage et l'esprit de comment on retourne une douleur et comment on la renverse complètement et on la travaille pour que ça devienne une joie. D'accord. Donc tu viens de nous raconter tout ça, c'est incroyable comme histoire déjà, aller à la recherche de son passé puis le redécouvrir finalement, renouer avec tout ça alors qu'il y a eu une rupture quand même profonde dans la douleur, enfin voilà, c'est une révolution avec des gens qui sont morts massacrés, enfin c'est quand même très violent. Et ça fait longtemps, ça fait 100 ans cette année, à peu près, oui c'est ça. La question qui me vient, c'est est-ce que tu as retrouvé cette pièce du puzzle qui te manquait? Tu disais tout à l'heure qu'il me manquait quelque chose, tu ne savais pas trop quoi. Ouais. C'était pas identifié, mais il y avait ce passé-là qui était complètement interdit quelque part. Oui. Tu l'as complètement, je l'ai retrouvé. Et sur des détails, par exemple, lors de mon premier séjour, j'étais dans le métro et je voyais des mères de famille avec leurs enfants. Ouais. Et je me suis retrouvée dans mon comportement avec mes propres enfants. D'accord. Et puis aussi au niveau de la cuisine, moi j'ai tendance à tout poser sur la table pendant le repas, le froid, le chaud, les salades, le plat, tout servir le fromage, directement. Tout servir directement Dès le début du repas. On est à table et puis après on passe le moment ensemble. Okay. Il n'y a pas ce service, entrée, plat, dessert. Et là-bas les Russes font ça aussi. D'accord. Oui, donc tu as retrouvé effectivement des traits de caractère que tu avais. Voilà, des choses. Et puis des ressentis quand j'étais sur place aussi. Il y a beaucoup de Russes qui sont venus vers moi pour demander leur chemin. Il y a beaucoup de touristes russes qui se déplacent et qui. Donc je me dis, c'est que je fais un peu couleur locale, sinon ils ne viendraient pas vers moi. Ouais. Et je sais pas, une manière d'être, une forme de générosité particulière qui correspond aux Russes. L'accueil, ouais. Ok. Ouais. Tu veux y retourner? Bien sûr, retourner en Russie évidemment. C'est-à-dire que toute cette démarche que j'ai faite l'été dernier, c'était vraiment le retour au passé, de me rendre compte qu'en fait, on m'avait dit que toutes ces photos, ce que j'avais vu sur ces photos, ça n'existait plus. De me rendre compte que ça existe encore. Ça dépendait des endroits. Alors ça dépend des endroits. Je sais qu'il y a des endroits où il y a des choses qui ont été détruites. Il y en a d'autres où ça a été restauré magnifiquement. D'autres où ça a été restauré, d'autres un peu moins bien. Voilà. En tout cas, c'est présent, ça fait partie du présent. Et ça change tout. Okay. C'est pas un pays perdu ou un passé perdu, ça devient présent. Est-ce qu'il y a un endroit qui t'a marqué particulièrement? Souzdal. Souzdal, c'est magnifique. Souzdal, il faut y aller. J'adore. Si j'avais eu des sous, j'achetais une maison directe. C'était à quelle époque?
C'était au mois de juillet, août. Ouais. Il faut y retourner en hiver, sous la neige. Oui, j'imagine. Oui. J'aimerais retourner en Russie en hiver parce que la neige fait partie du pays. Voilà. Et ça, je ne l'ai pas encore vu. Voilà. C'est une autre Russie. C'est une autre Russie. Je ne l'ai pas encore vu. Et donc, ce qui est important, c'est de transformer la douleur du passé en joie et du présent. Et donc là-bas, j'ai aussi rencontré des artistes. Et donc maintenant, il y a des projets, peut-être d'exposition à l'automne prochain. D'accord. Donc là, ça se transforme. Et du coup, ça prend sa place dans mon quotidien et dans ma vie d'aujourd'hui. Ça change tout. Super. C'est une belle histoire qui commence magnifique. En fait. Ouais, c'est ça, exactement. Super. Alors il y a deux choses que je voudrais encore te demander. La première, c'est déjà, est-ce que tu as un message à faire passer à ceux qui nous regardent et peut-être à ceux qui sont encore en recherche de leurs racines, qui n'ont pas fait ce chemin-là ou pas, enfin je sais pas. Oui, en tout cas, je pense que si on a besoin de savoir exactement qui on est. Moi, c'est venu tard, c'est venu vers la décennie de mes 40 ans. Je pense qu'il faut du temps, effectivement, quand on est jeune. Moi, quand j'étais plus jeune, je m'en fichais complètement. Enfin, je disais que je m'en fichais, alors qu'en fait, c'était pas vrai. Mais je ne savais pas identifier par quoi je devais commencer. Donc, en fait, le temps a fait le travail. Et à un moment donné, ça devient absolument nécessaire. D'accord. Et donc, il faut écouter ça. Il faut écouter ça. Il faut être prêt quelque part. À un moment donné, ça viendra et quand on en a besoin, il faut l'écouter. Et puis, alors c'est vrai qu'on ne sait pas par quoi commencer. Moi, c'est venu un peu à moi. Mais il ne faut pas hésiter. Et même quand on pense qu'il n'y a plus personne dans le pays en question, qu'on pense que c'est inutile, je ne pense pas que ça soit inutile. Même le fait d'aller sur place, il y a des choses qui se passent en fait quand on va sur place. Puis c'est aussi fort pour eux que pour toi quelque part. Absolument. C'est ça. Non, c'est hyper important. Ils ont aussi perdu une pièce du puzzle. Quand on retrouve des membres de la famille, c'est hyper. Ils pleurent. Et Macha, qui avait 97 ans, elle m'a dit les Prokoudine-Gorski, mais je vous ai cherché toute ma vie. Wow. Et c'est hyper fort, quoi. C'est hyper fort. Un truc pour terminer. Est-ce que. Alors, on va parler un peu russe. Non, on va pas parler un peu russe. Est-ce qu'il y a une phrase qui est vachement importante qui t'a aidé là-bas? Le russe, c'est encore difficile pour moi. Parce qu'en fait, je baigne dans cette musique, ça me parle complètement, mais je manque de vocabulaire. Voilà. Après, c'est difficile pour moi d'apprendre le russe. C'est une langue qui n'est pas facile à apprendre et j'y travaille depuis des années. J'espère bien la maîtriser pour être parfaitement à l'aise, quoi. Je pense que l'apprentissage de la langue, ça fait partie des retrouvailles. Je pense à tous les émigrés, les Italiens, les Portugais. Il y a plein de gens qui viennent de pays différents. Il faut garder la langue, si possible. Il faut garder la langue, c'est tellement important. Écoute, ce sera un très joli mot de la fin. Merci pour tout. Merci. Bon voyage. Oui, merci à toi en tout cas pour cette interview. Avec plaisir. Merci à vous. Laissez vos commentaires sous la vidéo, je serai ravi de vous répondre. Anne aura aussi bien sûr le lien pour y répondre si elle veut. Allez voir son blog. Faites tourner cette vidéo auprès de vos amis qui auraient ce genre de problématique aussi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Merci.